j'aurais répondu dans le premier cours. Je suis vraiment désolé. Voilà, hop, on est parti. C'est bon pour l'enregistrement, désolé. Il faut que j'y pense à chaque fois. Alors, donc je vous disais, je vais vous expliquer comment on résout quand on est face à une problématique juridique. On va employer ce qu'on appelle la technique du syllogisme. Alors, si certains ont déjà fait du droit, c'est une technique très classique en matière de résolution des cas pratiques en droit. Comment ça se fait? Et ça, il faudra toujours essayer de prendre le réflexe dans la résolution de vos cas. Alors ici, le but, ça va être justement d'utiliser cette technique pour résoudre chaque petit cas ou chaque petite situation. Alors ça peut être de façon très simple, hein. On donne d'abord ce que vous connaissez du droit, d'accord, des dispositions légales. Ensuite, on donne les faits et on rapproche les faits de ce qui est dit. Et ensuite, on conclut. Je vais vous faire le premier exemple, comment ça serait résolu. Et cette méthodologie, il faut vraiment l'apprendre, l'ancrer dans sa tête, d'accord. Le droit, les faits, la solution. Le droit, les faits, la solution. Le droit, les faits, la solution, ça s'appelle un syllogisme juridique. Je vais vous faire le premier exemple et vous allez voir comment ça fonctionne. C'est relativement simple. Une fois qu'on a compris la méthodologie, il n'y a rien de très compliqué. Alors, ici, on nous dit qu'une hôtesse de l'air est licenciée. Donc, je vous dis d'abord l'énoncé, hein, une hôtesse de l'air est licenciée par une compagnie aérienne au motif que, venant de se marier, elle n'a pas respecté les clauses de célibat insérées dans le contrat de travail. Elle souhaite contester la validité de ce licenciement. Donc, on peut commencer en disant, en droit, le tribunal, le Conseil des prud'hommes est compétent pour traiter des litiges relatifs à l'exécution du contrat de travail. Donc, vous avez dit ce que dit le droit. D'accord? Ça, c'était mon première partie. Je vais à la ligne pour montrer au correcteur que j'ai compris la méthodologie du syllogisme pour maintenant donner les faits. Par exemple, ici, on pourrait dire une hôtesse de l'air entend contester son licenciement, d'accord, relatif bien sûr à un contrat de travail dans lequel est insérée une clause de célibat. Donc vous avez dit que c'était un litige dû à une relation de contrat de travail. Par conséquent, ce sera bien le tribunal des prud'hommes, le conseil des prud'hommes, qui sera compétent pour traiter de l'affaire. Voilà, vous avez donné le droit, ce que dit le droit, ce que vous savez de votre cours finalement. Vous avez rapproché ça des faits et ensuite vous avez donné la conclusion. Je refais un exemple, reprenons le 2. Donc ici, évidemment, on avait dit que c'était le tribunal, le conseil des prud'hommes pour la première situation. Deuxième situation, donc un propriétaire refuse à l'issue du bail de restituer à son locataire le montant d'un loyer pour une valeur de 1 300 euros, de la caution du loyer. D'accord. Le propriétaire, lui, il dit qu'il n'y a pas eu de dégâts dans les lieux et que finalement, il l'a même embelli et il aimerait bien récupérer l'argent. Donc, on voit bien qu'il s'oppose quant à la restitution de la caution. Alors, on va expliquer que le tribunal judiciaire est compétent pour traiter des litiges entre particuliers, quel que soit le montant. Ça, c'est la résolution après 2020. Si on avait eu la résolution avant 2020, on aurait dit que le tribunal de grande instance est compétent pour gérer, sauf que le tribunal d'instance, lui, est compétent pour traiter des litiges entre particuliers pour un montant inférieur à 10 000 euros. Donc ça, c'était le cours que je donne en premier. Donc j'explique quelle est la compétence de tel tribunal et quelle est la compétence de tel tribunal. Ensuite, je dis les faits. Ici, dans notre cas, un litige oppose un locataire et un bailleur. Le litige porte sur une somme de 1 300 euros. Résolution du cas avant 2020. Par conséquent, ce sera le tribunal d'instance qui sera compétent. Résolution du cas après le 1er janvier 2020. Par conséquent, alors comme c'est un litige entre particuliers, a priori, par conséquent, ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent. Donc vous voyez bien comment ça fonctionne. On donne le droit et on donne les faits et ensuite on donne sa solution.
Alors, concernant le troisième cas, donc on sait que le tribunal judiciaire est compétent en matière de famille. D'accord. Ici, deux époux veulent divorcer, par conséquent, ce sera bien le tribunal judiciaire qui sera compétent et plus précisément même le juge aux affaires familiales. Un hôtelier n'est pas d'accord avec l'arrêté du préfet du département qui prononce le classement de son hôtel dans une catégorie 2 étoiles. Qu'est-ce que je connais du droit? Ben, je sais qu'ici, je vais plutôt être orienté vers de l'administratif, parce que je vous rappelle que le préfet est le représentant de l'État dans les départements. Donc, il représente l'État, donc c'est une décision administrative qu'il rend. Alors, en France, l'organisation judiciaire est séparée en deux ordres, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Tous les litiges impliquant une administration dépendent de l'ordre administratif. À l'intérieur de l'ordre administratif, on trouve le tribunal administratif comme tribunal de première instance. Ici, en l'espèce, dans notre cas, vous voyez que j'ai donné mon droit. En l'espèce, un hôtelier veut contester une décision d'un préfet qui est un acte administratif. Par conséquent, ce sera le tribunal administratif qui sera donc compétent. Situation suivante. Un agriculteur a acheté à un autre agriculteur un tracteur au prix de 13 500 euros. Peu de temps après la vente, le tracteur tombe en panne et irréparable. Estimant qu'il a été trompé par la valeur, l'agriculteur acheteur veut poursuivre en nullité le vendeur. Alors, ici, la problématique, c'est de savoir est-ce que nos agriculteurs sont commerçants ou pas? Est-ce que ce sont des commerçants? Est-ce qu'un agriculteur est un commerçant? Alors, a priori, un agriculteur n'est pas un commerçant à la base. C'est un agriculteur, c'est bien particulier. Okay. Malgré tout, il existe des agriculteurs qui sont aussi commerçants. Imaginons, vous connaissez peut-être ce principe de vente à la ferme, d'accord? L'agriculteur ne fait pas que de l'agriculture, mais il a aussi un petit magasin de vente directe. Donc, il aura un double statut d'agriculteur et de commerçant. Si c'était le cas, ça serait bien le tribunal de commerce qui serait compétent. Si ça n'est pas le cas, c'est un tribunal civil. Et ici, c'est le tribunal judiciaire ou le tribunal de grande instance qui serait compétent. Alors, un restaurateur reçoit de l'un de ses fournisseurs des marchandises avariées. Il ne peut donc pas préparer ses menus et dédommager ses clients. Il souhaite agir en responsabilité contre ce fournisseur. Le tribunal de commerce est compétent pour traiter les litiges entre commerçants. Ici, un restaurateur qui est un commerçant et son fournisseur qui est aussi un commerçant sont en désaccord. L'un entend mener une action contre l'autre. Par conséquent, il devra saisir le tribunal de commerce parce qu'on est en présence de deux commerçants. Alors, situation numéro 7. Des pompistes veulent contester la validité d'un arrêté préfectoral qui interdit aux consommateurs d'emporter du carburant dans les conteneurs. Alors, au même titre qu'on avait contesté une décision de la préfecture concernant un hôtel, ici, on aura exactement la même démarche en arrivant sur un tribunal administratif qui, lui, donc, va traiter les litiges qui opposent les particuliers à l'administration. Alors, une mère célibataire veut intenter une action en recherche de paternité contre celui qu'elle prétend être le père de son enfant, M. Jean Sorin. Alors, le tribunal judiciaire, lui, est compétent pour toutes les affaires d'état de la personne et pour toutes les affaires de la famille. État de la personne, ça va être des problématiques liées à la paternité, liées à donc, ce qu'on appelle la filiation, d'accord, liées aussi à la nationalité, etc., etc. Donc, on va commencer comme ça. On va dire que le tribunal judiciaire est compétent pour tous les problèmes ou litiges liés à l'état de la personne. Ici, une mère veut intenter une action en recherche de paternité qui touche donc l'état de la personne, l'état de l'enfant, pour lui trouver un père qui est un problème de filiation. Par conséquent, ce sera le tribunal judiciaire qui sera compétent. Alors, pour le calcul, 9e situation, pour le calcul d'une
traite d'un homme, il entend engager une action contre la sécurité sociale. Alors, si vous ne prenez pas en compte l'actualisation que je vous ai donnée, vous allez définir le tribunal, le TAS, comme, donc le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme compétent, d'accord, pour cette problématique-là. Mais au vu de la réforme qui a été opérée, aujourd'hui, c'est le tribunal judiciaire qui traite aussi des affaires liées à la sécurité sociale. Donc, deux résolutions, soit j'actualise mes connaissances, je trouve le tribunal judiciaire, soit je n'actualise pas mes connaissances et je vais définir le TAS comme juridiction compétente pour connaître de l'affaire. Alors, y a-t-il des questions arrivées à ce stade de la correction? La solution, c'est toujours un tribunal, c'est ça, oui, exactement. C'était ce qui vous était demandé, hein, d'accord? Dans chaque cas, donner le tribunal correspondant. Donc on parle de compétence, le tribunal compétent pour traiter d'une affaire. Vous pouvez répéter le 5, s'il vous plaît. Oui, un agriculteur. Donc ça concerne deux agriculteurs. Donc ici, on n'a pas plus de précision. Si nos agriculteurs sont aussi commerçants, d'accord, ce sera donc le tribunal de commerce qui sera compétent. Si les agriculteurs, puisqu'un agriculteur peut avoir les deux casquettes, d'accord, si les agriculteurs ne sont pas des commerçants, le litige sera traité par le tribunal judiciaire. Bon. Pourquoi ce n'est pas le tribunal paritaire des baux ruraux pour l'instant? Puisque le tribunal des... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un bail? Parce que baux, B-A-U-X, c'est le pluriel de bail. Non, un bail, ce n'est pas une escroquerie, non. Un loyer, on s'approche. Un bail, c'est un contrat de location. Peut-être que certains d'entre vous ont signé un bail pour prendre un appartement en tant qu'étudiant. On leur a fait signer un contrat, un bail d'habitation. Donc un bail est un contrat. On verra plus tard dans d'autres cours qu'il existe des baux commerciaux, par exemple. C'est donc un contrat de location portant sur un local commercial. Il existe aussi des baux, ce qu'on appelle des baux ruraux, qui portent sur la location de terres. Puisqu'aujourd'hui, dans l'agriculture, il est possible de louer des terres, de les cultiver, et bien sûr d'en tirer le fruit de la culture. Donc, le tribunal paritaire des baux ruraux va s'occuper de tous les litiges qui sont liés, bien sûr, à des contrats de location de terres agricoles. Voilà pourquoi ce n'est pas le tribunal des baux ruraux qui est compétent pour le cinquièmement. Alors, on va passer, s'il n'y a pas d'autres questions, à la suite. Alors, j'ai dit pour le 5, tribunal de commerce, si nos agriculteurs sont aussi commerçants, ou tribunal judiciaire ou de grande instance, si on donne la solution avant 2020, d'accord? Tribunal de grande instance, oui, parce que c'est un litige qui est pour une somme supérieure à 10 000 euros. Mais au jour d'aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2020, ce sera le tribunal judiciaire, TJ, qui est compétent, et là, quel que soit le montant. Alors, on va cette fois-ci regarder un petit peu ce que nous donne ce deuxième. Alors, on retrouve certaines situations qu'on a traitées, donc pour celle-ci, j'irai relativement rapidement, notamment la première situation d'un couple qui décide de divorcer. Il faudra saisir le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire. Donc, c'est le tribunal judiciaire qui sera compétent. Un automobiliste est verbalisé pour ne pas s'être arrêté à un stop. Là, ça sera le tribunal de police qui sera compétent. S'il veut contester son amende, par exemple, il estime que lui, il s'est arrêté et l'agent de police estime qu'il ne s'est pas arrêté. L'agent de police dresse le procès verbal. Lui va vouloir contester. S'il veut contester le procès qui lui a été dressé, il devra s'adresser au tribunal de police. Les infractions, alors, sauf pour l'alcoolisme, mais en général, toutes les infractions routières sont gérées par le tribunal de police.
Le fait de consommer des stupéfiants ou de l'alcool et de conduire, lui, c'est de la matière pénale et ça relève du tribunal correctionnel puisqu'on peut risquer de la prison. Si demain vous faites une grosse fête entre étudiants et que malheureusement vous avez le mauvais réflexe de prendre votre voiture alors que vous êtes alcoolisé, si vous vous faites arrêter, vous risquez de la prison et vous serez jugé par le tribunal correctionnel. Pas terrible, hein? Alors, un propriétaire, non, pardon, un boulanger a licencié son apprenti parce qu'il mangeait des croissants sans les payer. D'accord? Alors, là, on ne sait pas ce qui est contestable, on ne sait pas qui veut agir, mais si imaginons que ce soit l'apprenti qui veuille contester son licenciement, il devra porter son litige devant le Conseil des prud'hommes, qui est donc compétent en matière de litige concernant des contrats de travail. Le propriétaire veut obliger son locataire à payer les 3 mois de loyer de retard. On a un litige entre deux personnes, a priori pas deux commerçants, d'accord? Pas de problématique de crime, délit, etc. On peut y aller aussi par élimination, hein. Ici, on va obligatoirement se saisir en fonction de la somme. Et si on se positionne avant 2020, soit le tribunal d'instance, soit le tribunal de grande instance. Si on positionne après 2020, on a au moins ce problème de résolu de ne plus avoir à faire attention à la somme. Et c'est simplement le tribunal judiciaire qui sera compétent. D'accord. Alors, un étudiant n'est pas d'accord avec la décision de l'université qui lui refuse une bourse. L'université, ça fait partie d'une administration. D'accord. Ça dépend du ministère des études supérieures, hein, de l'enseignement supérieur. Et donc, ça peut être considéré, enfin, ça doit être considéré comme une administration. Donc, l'université qui rend une décision concernant, par exemple, l'attribution d'une bourse, je parle des universités publiques, évidemment, leurs décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif. Ce qui ne serait pas le cas pour si vous aviez un litige avec Diderot, par exemple. Diderot ne dépend pas du ministère de l'Éducation nationale ni du ministère, même si tous les diplômes sont reconnus, d'accord. Mais votre rapport avec Diderot ne dépend pas d'une administration. Par conséquent, si vous deviez avoir un litige, ça ne serait pas du tout le tribunal administratif qui serait compétent. Alors, dans son appartement, un homme a tiré un coup de feu, un passant est mortellement blessé. Alors, ici, il suffit là de savoir est-ce que le coup de feu est volontaire. Après, oui, certainement, parce que pour arriver à blesser un passant, on peut imaginer aussi la personne qui nettoie une arme et qui blesse quelqu'un, hein. Ce serait plutôt du ressort du tribunal correctionnel. Ici, a priori, mortellement blessée, ça veut dire qu'elle est morte, hein. Elle a d'abord, pardon, été blessée et qu'ensuite elle est morte. Si le coup de feu est volontaire, ça sera donc la cour d'assises, qui sera compétente. Ce sera le tribunal judiciaire, tout simplement. Dans un cas où si vous avez un litige avec Diderot, vous n'êtes pas commerçant, eux sont des commerçants, hein, d'accord, puisque c'est une entreprise privée. Vous devrez contester une décision de Diderot. Si vous aviez un litige avec Diderot, porter l'affaire devant le tribunal judiciaire. Alors, je reviens sur... Non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, oui, je voulais juste vous préciser une spécificité de la cour d'assises. Aujourd'hui, certains tribunaux sont dirigés par des magistrats, par des juges qui sont des professionnels. Ce sont des professionnels du droit qui ont fait des études de droit, qui ont fait une école spécialisée, notamment pour les magistrats, c'est l'école nationale de magistrature qui se trouve à Bordeaux. Ce sont donc des magistrats professionnels. Tous les magistrats qui officient au tribunal judiciaire, par exemple, ce sont des magistrats professionnels, des magistrats professionnels. Tribunaux, mais magistrats professionnels. Par contre, concernant le tribunal des prud'hommes, ce ne sont pas des magistrats professionnels, ce sont des représentants qui sont élus par les salariés et les employeurs, qui font office de juges, mais qui ne sont pas des juges professionnels, qui ont un travail, d'accord, et qui ont été élus. Ils sont élus lors d'élections, qu'on appelle les élections prud'homales,
et ils sont élus par l'ensemble des salariés pour être juges. Ça, c'est pour le tribunal, pour le Conseil des prud'hommes. Concernant le tribunal de commerce, c'est exactement la même chose, sauf que ce sont que des chefs d'entreprise, hein, des commerçants. Pareil, les juges, une grosse partie des juges qui officient au tribunal de commerce ne sont pas des juges professionnels, sont simplement des commerçants qui ont été élus par d'autres commerçants pour siéger au tribunal. Le tribunal de police, lui, est composé de magistrats professionnels. Le tribunal correctionnel est composé de magistrats professionnels. Le tribunal administratif de magistrats professionnels. La cour d'assises est composée de magistrats professionnels, mais elle est donc aussi composée de ce qu'on appelle un jury populaire. Des citoyens, vous comme moi, pouvons être appelés demain à nous prononcer comme un jury, comme de temps en temps vous pouvez le voir aux États-Unis. D'accord. Alors, en France, ce n'est que pour les cours d'assises, donc que pour les crimes. Donc, je vous rappelle, hein, vol à main armée, meurtre et viol. 9 juges qui composent donc le jury populaire des citoyens comme vous et moi vont se prononcer sur la peine et sur la culpabilité de la personne qui est mise en cause. Alors, ça, c'est très spécifique à la cour d'assises. Il y a des juges, effectivement, qui vont orienter les débats et qui vont organiser tout ça, mais le jugement est donné, la décision est prononcée par un jury populaire. Alors, concernant la suite, il y avait déjà une question qui m'a échappé tout à l'heure. Pour un vol de croissance, je pensais à une faute grave, vol sur le lieu de travail, donc correctionnel, prud'homme, litige, sur contrat, non. Alors, ça dépend qui porte l'affaire. Imaginons que ce soit l'apprenti qui conteste son licenciement. Parce que lui, il dit, voilà, c'est pas vrai, enfin, peu importe. Mais il conteste le licenciement. Le licenciement, c'est bien une rupture de contrat de travail. Par conséquent, là, on a un litige qui porte sur le contrat. Ce sera le tribunal, le conseil des prud'hommes qui sera compétent. Imaginons maintenant que ce soit le boulanger qui accuse de vol notre apprenti. Là, effectivement, si on est juste sur le problème du vol, on portera l'affaire devant le tribunal correctionnel. Donc, ça dépend qui conteste et ce que vous contestez. Alors, continuons. Un fournisseur poursuit un commerçant qui a établi un chèque alors qu'il a un compte qui n'était pas approvisionné. Un chèque sans provision. Hein. Un fournisseur, donc c'est un litige entre deux commerçants. Il y a un fournisseur et il y a son client, qui lui aussi est un commerçant. On a un litige portant sur un chèque et donc sur le règlement d'une facture, sans doute. C'est un litige qui va dépendre du tribunal de commerce, puisque là, on a deux commerçants qui sont en jeu dans notre affaire, dans notre litige, le fournisseur qui est le commerçant et un autre qui est, lui, purement commerçant, puisqu'on vous le dit. Monsieur X est jugé pour violence sur enfant de moins de 15 ans. Donc, on aura ici des faits qui vont nous amener vers le tribunal correctionnel, d'accord, le tribunal qui peut prononcer des peines de prison jusqu'à 10 ans. Et donc, c'est de la compétence du tribunal correctionnel. Un couple veut adopter un enfant abandonné, c'est de l'état de la famille, donc ça sera le tribunal judiciaire ou le TGI anciennement. Un fermier est en litige avec le propriétaire à propos d'un champ qu'il cultive. Voilà typiquement le cas qui va être porté devant le tribunal des baux ruraux, puisque là on a un exploitant agricole, sans doute un fermier, hein, tel qu'il est appelé dans le texte ici, et un propriétaire de champ, et le fermier cultive le propriétaire. Donc on sent bien qu'il y a un contrat entre les deux, un bail, certainement, un bail rural. Et donc ici, comme ce litige porte sur ce bail, et se porte sur les rapports entre le fermier et le propriétaire, ce sera donc de la compétence du tribunal des baux ruraux. Alors, il y a d'autres situations qui n'appellent pas forcément de grosses difficultés. Est-ce que quelqu'un, parce que j'aimerais faire un petit point sur les problématiques d'appel et de cassation,
Est-ce que quelqu'un veut qu'on traite une question en particulier qui lui a posé une difficulté, hein? Bon, la première, sans ordonnance à un mineur de 15 ans, on est là du tribunal judiciaire, hein. La deuxième, plusieurs semaines après la date convenue, la facture n'est toujours pas réglée à un fournisseur. On est de la compétence ici du tribunal, sans doute de commerce. On ne connaît pas n'est toujours pas réglé au fournisseur. Bon, on suppose que c'est un commerçant. Un client détériore un présentoir. Là, on est du tribunal correctionnel. Alors, les ventes de lunettes à un mineur de 15 ans, bon, c'est du tribunal judiciaire, hein. Bon, il n'y a rien qui interdit une lunette à un mineur de moins de 15 ans, hein. Bon, a priori, rien ne l'interdit, mais rien ne le valide non plus, hein. Vous verrez que dans les problématiques des contrats, un mineur ne peut pas acheter ce qu'il veut. Tac, 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 tac. Alors, détérioration tribunal. Non, non, non. Le tribunal de police ne va traiter que des infractions de la route. Donc là, une détérioration d'un bien appartenant à quelqu'un d'autre, ce sera du tribunal correctionnel. Alors, deux mots sur les problématiques d'appel et de cassation. Qu'est-ce que c'est qu'un appel? Qu'est-ce que c'est que porter une affaire devant la Cour de cassation? Ici, tous les tribunaux que l'on a cités sont des tribunaux qu'on appelle de première instance. Ils vont rendre des jugements qu'on appelle des jugements de première instance. Dans certains cas, certains jugements seront rendus en dernier ressort. C'est le cas des jugements portant sur un litige dont la valeur n'est pas supérieure à 5 000 euros. Hormis ces jugements pour lesquels on ne peut pas faire appel, tous les autres jugements peuvent, on peut, à l'encontre de ces jugements, faire appel. Si on n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue par ce juge de première instance, on peut demander à un autre juge de revoir l'affaire. Alors, je vais vous prendre un exemple très concret, d'accord? J'ai un litige avec une autre personne, mon voisin, d'accord? Mon voisin m'a vendu sa voiture, d'accord? Il m'a vendu sa voiture 7 000 euros, et il s'avère que la voiture, le moteur est HS, et qu'en fait, il m'a menti sur ça. Alors, ce n'est pas du vol, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'il reprenne sa voiture et qu'il me rende mes 7 000 euros. Donc, je vais porter l'affaire devant un juge. On a un litige entre deux particuliers en matière civile. Ça va être donc le tribunal judiciaire, ex-tribunal de grande instance, qui va être compétent. Le juge décide que mes arguments ne le convainquent pas. Donc, il décide de me donner tort et dit que monsieur, mon voisin, avait raison de me vendre sa voiture 7 000 euros et qu'il n'y a pas de raison de croire que le moteur était déjà kaput. Donc, j'ai une décision contre moi qui a été rendue, on aurait pu choisir l'inverse, hein, une décision contre moi qui a été rendue par un tribunal de première instance, d'un tribunal de premier niveau. On pourrait parler de niveau. Cette décision, qui est rendue par tous les tribunaux qu'on a cités jusqu'aujourd'hui, peut être contestée devant un autre juge, le juge d'appel, la cour d'appel, devant la cour d'appel. Dans chaque cour d'appel, il y a des juges spécialisés pour chaque matière. La matière civile, la matière pénale, la matière prud'homale et la matière criminelle, la matière commerciale, etc. etc. Donc, moi, je ne suis pas content de la décision qui a été rendue. Je vais, dans un certain laps de temps, très exactement un mois, dire « Monsieur, je ne suis pas d'accord, je veux que quelqu'un d'autre rejuge mon affaire ». Donc, je vais former ce qu'on appelle un appel contre la décision qui a été rendue contre moi. À partir de là, un autre juge différent va revoir l'affaire de A à Z. Il élimine ce qui a été vu en première instance et il va de nouveau réétudier toute l'affaire, réentendre les parties s'il veut entendre les parties, c'est-à-dire réentendre mes arguments et réentendre les arguments que mon adversaire fournit et prendre une nouvelle décision. Alors, la décision, elle peut être de deux types. Soit il confirme ce que le juge de première instance avait dit,
donc il me donne tort aussi, ou soit il infirme ce que le juge de première instance avait dit et il me donne raison. Imaginons qu'il me donne raison cette fois-ci. Donc on a fait le premier stade, j'ai eu tort. J'ai demandé à ce que quelqu'un d'autre revoie l'affaire, j'ai eu raison. On est au deuxième stade. À partir de là, l'affaire ne peut plus être rejugée. Par contre, il y a une nouvelle possibilité de contester ça, mais pas de contester dans les mêmes conditions que la contestation qui a amené l'appel. Ici, l'appel, le juge va complètement rejuger l'affaire. Alors que le pourvoi en cassation, donc sur ce troisième degré de juridiction, on n'appelle pas vraiment troisième, mais nous, on peut considérer que c'est un troisième degré de juridiction. Ici, en cassation, le juge va simplement dire est-ce que la personne qui a rendu le dernier jugement a bien appliqué le droit. Il s'en fout de mes arguments, il s'en fout des arguments de mon adversaire, il va simplement dire voilà, est-ce que le juge qui s'est prononcé concernant ce litige a appliqué le droit qu'il fallait appliquer. Si le juge n'a pas appliqué le bon droit, par exemple, il s'est trompé d'un texte où il a prononcé une peine qui était supérieure à ce que le droit prévoyait. Si le juge n'a pas bien utilisé le droit, donc c'est-à-dire est-ce qu'il a bien fait son boulot finalement. Si le juge a bien utilisé, donc je vais confirmer la décision qui a été rendue par ce deuxième juge, donc par la décision d'appel. À partir de là, c'est terminé. On ne peut plus contester ce qui a été dit. On dit que le jugement a un caractère de force jugée, c'est-à-dire que c'est terminé, on ne peut plus rien faire. Si la Cour de cassation confirmait le jugement qui a été rendu et dans lequel je suis vainqueur, à partir de là, aucun des deux ne peut plus contester de cela et la décision s'applique. Elle s'applique obligatoirement. Elle oblige les parties contre lesquelles un jugement a été rendu à appliquer ce jugement. Par contre, si le juge de cassation décidait que la personne, le juge d'appel, a rendu une décision qui ne trouve pas de fondement, qui ne trouve pas un bon fondement juridique, c'est-à-dire qu'il a mal appliqué le droit ou mal interprété le droit, à partir de là, on dit que le jugement va être cassé. D'accord ? Donc on casse le jugement d'appel. C'est la Cour de cassation qui casse le jugement d'appel. Et à partir de là, on recommence la procédure. C'est-à-dire qu'un nouveau juge du deuxième degré va de nouveau réétudier l'appel. Alors bien souvent, il va prendre en compte ce que la Cour de cassation a dit. Vous avez mal appliqué le droit, vous n'auriez pas dû appliquer ce texte, vous auriez dû appliquer cet autre texte. Et lui, pour éviter de nouveau de se faire casser par la Cour de cassation, hein, c'est pas Brice de Nice, hein, mais pour éviter que son jugement soit de nouveau retoqué, cassé, on dit, et ben lui, il va plutôt aller en général dans le sens de la Cour de cassation. Alors, on dit que les décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, principalement, alors même si les décisions rendues par les juges de la Cour d'appel sont aussi des jurisprudences, on dit plus généralement que les décisions qui sont rendues par la Cour de cassation sont des jurisprudences. La jurisprudence, donc c'est un texte, c'est un jugement, d'accord, qui, dans certaines conditions, dans certains cas, va orienter le droit. C'est-à-dire, va dire, voilà comment on doit interpréter les choses. Je vais vous prendre un exemple très caractéristique d'une jurisprudence très connue, d'accord, concernant les obligations de sécurité dans les transports. Je ne sais pas si d'ailleurs je vous en avais pas déjà parlé. Le transporteur a l'obligation d'assurer la sécurité dans les transports. D'accord ? Donc, quand vous prenez un ticket de train, la SNCF est responsable de votre sécurité. C'est ce que dit la loi. Le problème, c'est que le transport, il dure jusqu'à quand ? Est-ce que le transport, il dure jusqu'à la sortie de la gare ? Est-ce que le transport, on considère que le contrat de transport dure jusqu'à la sortie de la gare ? Est-ce qu'on considère que le contrat de transport dure jusqu'à la descente du train ? Voilà. Et donc, un jour, un monsieur descend du train et tombe, alors il y a ça quelques années, hein, cette jurisprudence
est relativement ancienne, mais il tombe, je ne sais pas si vous voyez, il tombe entre la marche du train et le quai. D'accord? Il descend du train. Alors aujourd'hui, bien souvent, vous avez des panneaux, attention à la marche, attention, il y a un espace entre le quai, mais de temps en temps, il peut y avoir un espace entre le quai et la marche du train. Ce monsieur descend et il tombe. Il ne fait pas attention, il tombe. Personne ne le voit, d'accord? Il a une sorte d'étourdissement parce qu'il se cogne la tête. Et malheureusement, le train redémarre et lui coupe les deux jambes. D'accord? Alors, ce monsieur porte son affaire devant un tribunal pour essayer d'être indemnisé. Et donc, il affirme que le contrat de transport qui prévoit l'obligation de sécurité était encore en vigueur à ce moment-là. Et que la SNCF avait l'obligation d'assurer sa sécurité, donc elle était pleinement responsable de l'accident qui lui était arrivé. Au titre que le contrat de transport était encore valable au moment où il descendait du train. Alors, dans cette affaire, la Cour de cassation a dû se prononcer, non pas sur est-ce que le droit a bien été appliqué, mais est-ce que l'interprétation est bonne? Et quelle interprétation faut-il avoir du texte qui dit que la SNCF est responsable à une responsabilité en termes de sécurité pendant le contrat de transport? Pendant le contrat de transport, c'était très vague. Les juges ne savaient pas est-ce que le contrat de transport, c'est jusqu'à temps qu'il soit sorti de la gare ou jusqu'à temps qu'il descende. Et les juges de la Cour de cassation ont dit le contrat de transport s'arrête au moment où la personne quitte le moyen de transport, c'est-à-dire au moment où elle quitte le train. Dans mon cas, par exemple, la personne étant descendue du train, elle n'était plus dans le contrat de transport, il n'y avait donc plus d'obligation de sécurité qui était à la charge de la SNCF. Alors, ne me demandez pas comment s'est passé la reste de l'affaire, parce que ce n'est pas ça qui était intéressant ici, c'était de vous montrer que les juges de la Cour de cassation, interviennent pour de temps en temps dire Monsieur le juge, vous n'avez pas appliqué le bon droit, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas cette sanction-là qui aurait dû être prise, ou ce n'est pas ça qui aurait fallu indiquer, mais il sert aussi à interpréter le droit quand le droit est un peu flou ou quand il y a des situations qui n'ont pas été prévues par le droit constant, par le droit qui est écrit. Voilà le petit point que je voulais faire concernant la Cour de cassation, la Cour d'appel et les jugements de première instance, et puis donc le début du corrigé concernant ce TD. Ça clôt notre séance d'aujourd'hui. Alors, je ne vais pas trop pouvoir répondre à vos questions. J'aurais peut-être dû terminer un peu avant parce que j'ai un cours qui enchaîne dans 5 minutes. D'accord? Et j'ai besoin de faire une petite pause. Et par contre, on se prendra un temps. Et s'il y avait des questions, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et je traiterai les questions, évidemment, au fur et à mesure pendant les cours. Pour le prochain cours, alors je suis un peu perdu dans les emplois du temps comme ils ont été modifiés. Je vous demande de rien faire. D'accord? Il n'y a rien à faire pour le prochain cours, puisque ce sera le cours sur le contrat. Alors, vous pouvez toujours le lire, c'est toujours bon, hein. Mais il y a beaucoup de choses à voir sur le contrat. C'est un cours qui est important, qui nous prendra certainement 2 séances, sur lequel je vais vous demander de faire des petites fiches récapitulatives, parce que c'est un sujet qui me semble très, 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 très plausible de rencontrer le jour de l'examen. Voilà. C'est pour ça que je ne vous demande pas de le traiter tout seul. Je reviendrai en détail sur ce cours et je l'expliquerai en détail. Je vous dirai voilà, comment faire votre fiche, ce qu'il faut mettre sur votre fiche de révision, petite fiche que vous pouvez vous créer pour chaque chapitre. Est-ce que la classe des canines ne vont pas sur notre campus à cette heure-ci? Alors, je ne sais pas si c'est une étudiante, parce que les étudiants de deuxième année viennent s'intégrer dans le cours. Alors là, je suis toujours au cours de première année, que je vais clôturer là tout de suite, d'accord? En vous souhaitant aux premières années une très bonne soirée. Et je vous dis donc à la prochaine fois pour le cours suivant sur les contrats. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Alors, pour les étudiants de deuxième année, d'accord, c'est le petit truc, hein. Comme vous venez avant l'heure, et je ne sais pas qui, et donc j'accepte, le cours des premières années se termine à 19h15 et votre cours reprend à 19h20. Alors, même si je vous accepte, vous êtes toujours dans le cours de première année. D'accord? Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de décalage d'heure, il n'y a pas de souci. Notre cours commence dans 3 minutes. D'accord? Donc, je vais me faire une petite pause de 3 minutes. Et puis, je vous reprends d'ici 3 minutes pour les deuxièmes années. À tout de suite pour les deuxièmes années.